nous sommes ici plus que pour une commémoration, nous sommes ici en fait parce qu'en fait nous sommes vivants. Hein, c'est que ce qui nous porte dans l'art, c'est la vie. Ce qui fait qu'on est artiste, qu'on devient conservateur, qu'on s'occupe d'œuvres d'art, c'est une conviction profonde dans le vivant. Voilà, c'est essentiel. Pour vous dire deux mots de mon histoire, parce que je crois que c'est important de savoir d'où on parle. Je suis fils d'instituteur qui était peintre, ma mère était écrivain, donc je suis né dans l'art, tout petit. Et ça rend d'autant plus précieux pour moi l'idée qu'il y ait des lieux comme ici, pour enseigner à des gens qui n'ont pas eu ma chance, le fait de la fonction de l'art. En ce sens, le Louvre-Lens c'est un exemple, puisqu'il forme des générations de jeunes gens à la beauté, l'émerveillement et une chose qui nous relie tous, l'émotion. Parce que l'art, c'est cette question-là, c'est la question de l'émotion. C'est d'être ému. Sinon, ça n'a pas de sens pour moi. Alors nous sommes devant, je dirais, la falaise du temps, la falaise de Bamiyan, et avec cette double responsabilité, c'est-à-dire que nous sommes face à l'histoire que l'on connaît, que je ne vais pas répéter, de ce qui s'est déroulé là-bas le 11 mars 2001, mais qui s'est déroulé, qui avait déjà commencé bien avant. Et aussi, nous sommes face à un développement climatique extrêmement alarmant, dont cette falaise témoigne. C'est-à-dire les mouvements géologiques qu'elle subit, du fait du réchauffement climatique, la mettent en péril. Donc il y a un double péril, quelque chose de l'ordre, je dirais, de notre capacité en tant qu'humains à vivre ensemble, à nous entendre, à nous réconcilier, malgré tout, et notre capacité à inventer un lieu où vivre ensemble. Si nous perdons les deux, nous perdons tout, absolument tout. Et l'art est là comme un lieu de combat pour justement dire à l'humanité qu'il nous faut résister, continuer à croire en la vie. Il faut absolument croire en la vie. Pour parler plus précisément de cet objet, parce que je crois que c'est important que vous compreniez, je suis parti à l'invitation de l'ambassadeur M. Marleau, avec Yves Bellman, mon complice, ici, d'Iconem, que beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà. Et j'ai monté cette mission avec donc, l'ambassadeur et avec Yves, et avec deux objectifs. Le premier objectif était justement de faire, j'ai demandé à Yves, qu'est-ce qui n'a jamais été fait sur la falaise de Bamiyan, qui était pour moi une préoccupation dès 2001. C'est-à-dire que c'était quelque chose que j'avais remarqué immédiatement. Voilà. Et il m'a dit ce qui n'a pas été fait, c'est le scanner 3D de l'ensemble de la falaise. Donc, je lui dis ça c'est la priorité pour les scientifiques. Nous allons faire le scan 3D de la falaise, c'est-à-dire un relevé géologique parfait de la situation en temps T de la falaise en 2016. Ce qui fait que les observations ultérieures seront permises en fonction de ce fichier que nous avons donné à la communauté internationale, qui en dispose, qui en fait ce qu'elle veut. Il y avait donc cet axe-là qui était l'essentiel, une grande partie essentielle, parce que je ne pouvais pas aller là-bas sans faire quelque chose qui serve, je dirais, un propos scientifique. La deuxième mission, qui était la mienne en tant qu'artiste, c'était de produire quelque chose, en fait, qui marque notre capacité en tant qu'humain à résister à nos pulsions, à la destruction, à l'intoxication, voilà, et de montrer qu'en fait, cet objet, ce fossile, comme dit Georges Duberman, en fait, va résister malgré tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a utilisé certains moyens techniques pour le scan, c'est-à-dire utiliser des drones, mais par contre, pour l'objet que vous avez en face de vous, le panoramique qui fait 16 mètres, c'est un panoramique qui a été fait avec un appareil photo robotisé. Ce n'est pas un drone. Donc la précision est due au fait que cet appareil de photo sert d'ordinaire à détecter les micro-fissures dans des pales d'éoliennes. Donc c'est un outil optique, une précision absolue, et qui nous a été prêté par la société Cornis, et j'ai vu malheureusement qu'elle a été absorbée récemment. Et je lui adresse de grands remerciements à cette société qui nous a aidés à cette époque-là.
Et on a fait donc des milliers de photos pour voir cette image que vous avez devant vous. Dedans, il y a à peu près 12 000 images qui sont combinées en 4 000 images, où évidemment, le mouvement que j'ai voulu faire par rapport à ça, c'est de ramener, comme je fais très souvent, dans un mouvement de rotation, le ramener dans le temps. C'est pour ça que l'utilisation du noir et blanc, l'utilisation d'une technique de révélation de cette image-là, on la doit à une technique du 19e qui s'appelle le tirage platine-palladium. Alors pourquoi passer d'un tirage couleur à un tirage noir et blanc? Ce n'est pas pour faire du romantisme ou de la nostalgie, c'est à un moment donné pour créer le maximum de résistance possible dans l'image. Et je crois qu'en fait, ce que j'ai choisi comme technique, c'était une technique pour faire l'empreinte de la falaise. Quand vous utilisez la technique du platine-palladium, l'image par insolation, exactement comme à Hiroshima, à cause de la puissance de la lumière, rentre dans le papier, se tresse dans le papier. Si vous grattez, en fait, l'image est dedans. Donc l'image résiste. Elle résiste absolument, comment dire, au soleil, à la lumière, elle n'a aucune variation. Vous pouvez la laisser en siècle, elle ne bougera pas. Comme la falaise, c'était témoigné de cette capacité physique de la falaise de résister. Donc il fallait trouver une technique qui résiste. Voilà. Et quand on est dans un lieu comme ici, le Louvre-Lens, tous ces objets qui sont devant nous sont des objets de résistance. Voilà, ils sont des objets de résistance, en fait, à la bêtise, à la méchanceté, à l'inamitié. Donc ce sont des objets qui marchent vers nous, qui ont eu des conflits. Il ne faut pas croire que l'on vit sans conflit. Mais il faut se rappeler aussi une chose, c'est que par exemple, à la falaise de Bamiyan, il y a eu les bouddhistes, les zoroastristes, les pré-islamiques, les musulmans. Ça a été un lieu de passage et c'était la route de la soie. Ce que l'on oublie aujourd'hui à l'époque de la mondialisation, et je le regrette, c'est que le commerce, qui était le lieu, c'est un lieu de commerce, c'est une spiritualité, mais c'est un lieu de commerce, c'est le moment où en fait on peut dialoguer. Le commerce servait au dialogue entre les peuples. Malheureusement aujourd'hui, le commerce n'est plus ce lieu, c'est un lieu de conflit. Il faut rétablir la question du commerce comme un lieu de dialogue des cultures, des religions et des humains. J'ai eu juste une anecdote. J'ai passé beaucoup de temps avec ce très grand résistant et Raymond Aubrac qui m'a enseigné ça. Il m'a dit le commerce est la première des diplomaties. Donc c'est quelque chose, je crois qu'il faut voir ce lieu effectivement comme un lieu de haute spiritualité et il faut le voir aussi comme un lieu de spiritualité en partage, qui doit être partagé. L'arrivée, pour moi en tant qu'artiste vivant dans ce musée, le musée du temps, la galerie du temps, c'est quelque chose évidemment unique. Parce que c'est un des seuls musées, je pense, au monde qui a ce type de lumière et puis dans lequel on marche, c'est-à-dire qu'on avance dans le temps, on respire dans le temps, on retrouve des amis et ce lieu nous dit que les œuvres d'art sont des amis pour longtemps, pour nous, pour nos enfants, pour ceux qui viendront. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. Quand je vais au Louvre, quand je vais au Prado, je vais voir des amis. Exactement comme je vois d'autres amis. Avant de passer la parole à Yves, qui a été un complice extrêmement important, je vais juste remercier quelques personnes quand même qui m'ont accompagné dans cette aventure. Vous savez, c'est comme à Cannes, c'est la première fois que je monte l'escalier, alors je suis un peu maladroit, n'est-ce pas? Donc, je sors mon petit papier pour ne pas faire d'erreur quand même. Voilà. Alors bon, évidemment, ce n'est pas une liste complète, ce ne sera jamais le cas, mais il y a les amitiés pour moi inestimables et auxquelles je dois énormément, qui sont, vous le savez, mon très grand ami, qui aurait aimé être ici, qui n'est pas là, Georges Duberman, qui est un très grand philosophe, historien de l'art, et justement le penseur des images, certainement le plus important de notre époque dans le monde. J'ai aussi l'amitié inestimable d'Alain Flécheur et du Frénois, qui m'ont permis d'engager cette aventure alors qu'elle était dans un moment difficile,
le Frénois, donc, qui est ce grand lieu de formation qui m'a invité 2 fois et qui m'a permis de réaliser le premier tirage. Dans ces amitiés, je dirais, en partage, il y a les complices, dont mon galeriste, Éric Dupont, qui est ici, qui me supporte dans tous les sens. Vous vous en doutez. Il y a Laurent Lafolie, qui est un génie du tirage photographique. Je ne peux pas ne pas remercier. Et mon maître verrier que j'associe, parce que la question de la photographie a à voir avec le matériau privilégié de ma pratique, qui est le verre. Le verre, non pas, si vous voulez, qui est la transparence du verre. Ce qui est intéressant dans le verre, c'est comme dans la falaise. C'est qu'en fait, le verre nous regarde. Et puis, les fées, ce que j'appelle les fées, qui sont évidemment associées à ce projet. La première d'entre elles qui m'a accueilli dans un musée, qui a accueilli ce projet dans un musée, c'est la présidente du musée Guimet, Sophie Macariou, que je remercie. Et la deuxième, c'est une fée qui est ici, voilà, que j'aime beaucoup, que j'aime, voilà, Béatrice Salmon, et toute cette équipe du CNAP, Pascal Boss, Aude Baudet, voilà, qui sont des gens qui ont permis à cet événement d'avoir lieu et qui m'ont donné confiance et soutenu, absolument sans faille. Et puis toute l'équipe autour de Marie Lavandier et du Louvre-Lens, qui est une équipe fantastique, parce que le travail qu'elle fait ici est essentiel. C'est-à-dire que quand on est dans un contexte régional aussi difficile, avec des gens qui ont subi, comment dire, des pertes industrielles irrémédiables, comment dire, l'art, à un moment donné, peut les aider, je ne dirais pas les sauver, faut pas, mais leur rappeler que si l'art est un combat, la vie aussi est un combat.